Rebonjour sur l'émission Top Sécu d'Agnews Sécurité. Alors, la réussite passe par la recherche, par l'apprentissage, par soi-même, mais également collectivement. Ce sont ces termes, en résumé, que nous allons prouver, démontrer aujourd'hui en revenant sur deux très beaux exemples de réussite d'entreprises françaises grâce à nos invités que je reçois, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Christophe Gacker, bonjour. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes cofondateur de NC2 Technologies. Cette société a été créée en 2004, c'est une spin-off qui est issue du laboratoire de recherche IEMN. Alors IEMN qui veut dire Institut d'électronique, de microélectronique et de macrotechnologie, qui est basé à Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait. Voilà, et Jean-Noël de Galzin, bonjour. Bonjour. Bon, alors, Jean-Noël de Galzin, vous êtes fondateur de Walix. Oui. Walix, qui est éditeur français de logiciels de sécurité informatique, qui a été créé en 2003, côté à l'Euronext, spécialisé dans la sécurisation des systèmes d'information et la gestion des infrastructures informatiques critiques. Oui. Voilà, vous êtes également, je le signifie dès à présent, président d'Exatrust, qui regroupe les champions, on peut dire, de la French Tech, de la cybersécurité. Et vous êtes également président du projet cybersécurité du CSF, qui est le comité stratégique de filière industrie de sécurité, CSF étant présidé par Marc Darmon. C'est ça. Alors, votre ambition, quelle est-elle? C'est construire un espace numérique de confiance garant de la protection des données et de la vie privée. Exactement. Belle ambition. Exactement. Des ambitions, vous en avez également, Christophe Gacker. Alors, je ne sais pas si on doit dire professeur ou docteur, peut-être les deux à la fois. Christophe, c'est très bien. Christophe est très bien. Vous avez également de belles ambitions en micro et en nanotechnologie. Alors, je vais revenir un petit peu sur le point de départ, si vous le voulez bien. Vous avez obtenu un doctorat en électronique à l'université de Lille en 1995, avec mention très honorable de l'université de Lille. Et vous avez même reçu les félicitations du jury. C'est bien ça? Voilà. Et puis, vous vous êtes lancé, naturellement, dans la recherche. La recherche, et du coup, rien ne vous prédestinait réellement à devenir entrepreneur à l'époque. Et puis, au fur et à mesure, chercher en France, vous vous êtes rendu compte que c'était compliqué d'obtenir des subventions, ou qu'il fallait peut-être partir ailleurs pour pouvoir avancer, on va dire. Et c'est là que, je crois, vous est venue l'idée de fonder, de créer quelque chose. Racontez-nous. Oui, c'est à peu près ça. Donc, dans les années 2000, j'encadrais un grand nombre de doctorants, un docteur à ce moment-là, puisque j'étais enseignant-chercheur, et il y avait des difficultés d'emploi à cette période-là, et tous ces têtes pensantes partaient à l'étranger parce qu'il n'y avait pas d'emploi en France et donc allaient concurrencer les sociétés françaises. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, eh bien, il y a Claude Allègre qui avait créé une loi sur la valorisation des travaux de recherche. En 2003. Cette fameuse loi. Tout à fait. Qui appelle, donc de ce fait-là, il y avait ces deux triptyques, puisque moi, de base, je suis fils d'ouvrier, donc je n'avais pas du tout vocation à créer, à me lancer dans le monde entrepreneurial. Mais il y avait ces deux aspects-là. L'aspect donc des personnes qui partaient à l'étranger alors qu'ils étaient formés en étant payés par les impôts français, c'était quand même assez incroyable, et donc plus cette possibilité-là. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, c'était déjà une période où il fallait avoir beaucoup de contacts avec le monde industriel pour pouvoir financer nos activités de recherche et développement, parce que ce qu'on appelle le récurrent, l'argent qui venait de l'État, était de moins en moins important. Donc, connaissant le monde industriel, ayant des activités de recherche, et j'aimais bien aller jusqu'au bout, c'est-à-dire transformer l'essai, et non pas démontrer une faisabilité, mais avoir quelque chose qui puisse être utilisable, eh bien, je dirais qu'on avait tous les ingrédients pour créer cette société. Et alors, vous l'avez créée avec un doctorant, justement? Tout à fait, avec un de mes anciens doctorants, qui est Nicolas Vellas. Donc actuellement, Nicolas Vellas est président au niveau de la société. Moi, je suis directeur général de cette dernière. Et donc, on a un grand nombre de développements, mais je ne sais pas, je ne vais pas spoiler la présentation, parce que j'ai vu que vous connaissiez très bien la société, donc je suis assez impressionné. Je me suis un petit peu renseignée avant cette émission, effectivement. Alors, spin-off, j'ai parlé de spin-off tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez réexpliquer
expliquer un petit peu à nos auditeurs ce qu'est une spin-off? Ah, bien sûr. Donc une spin-off, c'est une société qui émane d'un laboratoire de recherche. Ouais. Et donc dans certains cas d'ailleurs, cette société peut être hébergée pendant quelques années au sein du laboratoire, puisque quand c'est des sociétés qui nécessitent, comme c'est notre cas, un certain nombre d'équipements très spécifiques avec des coûts qui sont non négligeables, de quelques millions d'euros pour certains de ces équipements, ça signifie que dans un premier temps, pouvoir louer les équipements au prorata du temps d'utilisation, c'est intéressant pour pouvoir, je dirais, sortir et démontrer la performance de nos produits avant de se lancer dans un investissement, je dirais, de ces mêmes équipements. Alors, j'aimerais revenir sur le nom de votre société, EMC2. Il y a un petit clin d'œil. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, MC2, effectivement, E égale MC2, voilà, c'était Einstein. La fameuse équation. Voilà, qui est bien connue, donc tout à fait. Et le MC2 donc, veut dire au départ Microwave Characterization Center, donc c'est un centre de caractérisation hyperfréquence. Parce que lorsque l'on a créé, au départ, on ne faisait pas réellement de produits. On faisait beaucoup de services à haute valeur ajoutée pour l'Agence européenne spatiale, pour le CNES, pour la Thales ou d'autres grands groupes. Et on faisait de l'expertise. Et au bout de 3-4 ans, on s'est très vite rendu compte que cette expertise, c'était bien, mais c'est pas ça qui allait donner une valeur très forte au niveau de la société. Donc, on est passé de cette expertise, donc de cette connaissance très forte des domaines du semi-conducteur, donc de la nanotechnologie, pour aller vers de la création de produits. Voilà. Et c'est là qu'on a commencé effectivement à développer des produits qui sont les seuls au monde, par exemple, les systèmes de détection d'objets cachés portés par les personnes. Donc là, c'est comme si vous aviez un couloir et on va détecter tout type d'objet que vous allez porter sur vous, ceinture d'explosifs, couteau céramique, drogue, voilà. Tout ce qui peut être menace. Voilà, pionnier dans ce domaine. Alors j'ai un autre pionnier à côté de moi. Je reviens vers vous, Jean-Noël de Galzin. Alors, vous avez été diplômé en mathématiques, mais également en économie. Alors avec ce beau cocktail... En économétrie. Oui. Pardon? Oui. Alors, avec ce beau cocktail, je peux dire que vous avez quand même eu, si je ne me trompe, l'âme d'entrepreneur très très vite. Mais par contre, vous êtes arrivé dans le secteur de la sécurité un peu par hasard, je crois. En fait, je travaillais dans les logiciels libres en début des années 2000. Et puis, voilà, en fait, les logiciels libres, c'est un peu une révolution, puisqu'en fait, c'est des logiciels qui sont au cœur des réseaux et des systèmes libres. Donc librement améliorable, on va dire, par le plus grand nombre et qu'on peut partager. Et par contre, les logiciels libres, c'est dans tous les domaines de l'informatique où il faut inventer des choses. Et c'est vrai que moi, je me suis aperçu assez vite qu'il fallait aller dans un domaine et essayer de le faire le mieux possible. D'où la sécurité informatique, parce que la sécurité informatique, dans tout système sur Internet, il y a un besoin de sécuriser. Et comme la sécurité n'existe pas au départ, qu'on se rappelle que l'Internet, c'est un réseau de recherche, faut le sécuriser. Voilà. Et alors justement, je crois que vous avez fondé une première société en 2000. En 2000, cette société s'appelait Aurora. En 1999, j'ai créé Aurora, société de services en logiciel libre. Je l'ai revendue en 2003 au groupe Business et Décision. Et j'ai créé Walix pour me concentrer sur les logiciels libres dans un domaine précis et le faire et régler le plus de problèmes possible avec une solution qui permettait de faire de la sécurité réseau, d'où la création de Walix en 2003. Et alors je disais pionnier parce qu'à cette époque, le terrain était quand même complètement vierge. Ah oui. En fait, le terrain était vierge et puis surtout, c'est un domaine dans lequel les inventeurs sont les éditeurs d'antivirus dans les années 70-80 avec la création de la micro-informatique. Ensuite, les Israéliens ont créé le firewall avec l'avènement d'Internet quand on a interconnecté les réseaux domestiques ou entreprises avec l'Internet pour gérer les flux qui rentrent et les flux qui sortent et faire le tri. Et nous, on appartient à une nouvelle génération qui est dans le domaine de la gestion des identités et des accès numériques. C'est ça, voilà. Et vous êtes le leader mondial du PAM. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le PAM? Alors, on est leader européen du PAM, mais c'est vrai qu'on est une entreprise maintenant de plus en plus mondiale. On est installé dans 15 pays, on est 250 personnes, on est installé dans 15 pays, on vend dans 90 pays, et on est dans les leaders
des analystes, en particulier le Gartner, qui est un petit peu le leader, l'analyste qui va positionner les leaders dans chaque domaine technologique. Il y en a dans l'antivirus, le firewall, dans l'IAM qui est notre domaine. Il y en a aussi dans les services Internet, dans les hébergements, etc. etc. Voilà, donc on a réussi à hisser notre entreprise à ce niveau-là en investissant dans la technologie, en réunissant des talents qui vont nous permettre de packager cette technologie, de la mettre en place chez les clients, de la promouvoir et de faire en sorte que nos clients puissent nous confier en fait la sécurisation de leur réseau informatique au départ, et maintenant de plus en plus aussi de leurs réseaux industriels qui sont interconnectés avec Internet. Et particularité, vous êtes même justement, quand vous dites un peu partout dans le monde, aux États-Unis. Oui, alors on a lancé un plan de croissance 2022-2025 qui s'appelle Unicorn 25, dans lequel, après avoir réussi à faire en sorte que Walix devienne un leader européen, on puisse maintenant entamer un développement aux États-Unis. On a investi 10 millions d'euros pour pouvoir aller se développer aux États-Unis et prendre des parts de marché. Ça reste le pays leader de l'informatique et de la sécurité informatique. Donc aller conquérir les États-Unis, c'est pas quelque chose de facile. Mais avec beaucoup de concurrence. Il y a de la concurrence puisque nos principaux concurrents sont israélo-américains, comme dans tous les domaines de la cyber. Maintenant, on a des vrais avantages produits, notamment la qualité de notre solution en termes de capacité à déployer dans des réseaux informatiques, le fait que les clients puissent rapidement l'utiliser parce qu'elle est facile d'accès. L'ingénieur français a un talent particulier pour transformer la complexité en quelque chose d'accessible. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi dans notre domaine de la cybersécurité, faire en sorte que quand je suis directeur d'une organisation ou d'une entreprise, j'ai besoin d'ouvrir des accès à mes employés, par exemple, à mes clients, à mes partenaires, eh bien je le fasse, je sois capable d'ouvrir des accès pour télétravailler, pour accéder à distance à telle ou telle donnée, pour pouvoir étendre mon entreprise, eh bien je puisse le faire sans prendre le risque de recevoir une cyberattaque ou de voir mon réseau informatique tomber parce que quelqu'un a attraper un malware, un ransomware ou quelque chose d'autre. Donc on rend les entreprises plus agiles dans un monde de plus en plus numérique. Donc finalement, s'exporter à l'étranger, c'est possible, c'est coûteux, mais c'est possible et surtout... mais on apporte une vraie valeur ajoutée. Voilà, il faut avoir un produit, une innovation au départ, comme vous l'avez fait par exemple, mais ensuite être capable de la mettre à disposition du plus grand nombre avec on va dire, les bonnes équipes et les bons partenaires pour y arriver. Alors, Christophe, je me tourne vers vous parce qu'on est en train de parler justement d'exportation, d'ouverture vers l'Europe, vers le monde. Est-ce que pour un spécialiste en micro, nanotechnologie, c'est également possible, facile? Facile, non. Possible, oui, dans le sens où on sécurise... Si on regarde la caméra, je vous ai évoqué ce produit-là pour le moment. Oui. Donc si on regarde notre caméra là, qui est totalement inoffensif, puisqu'elle n'émet absolument rien, elle collecte les ondes émises par le corps. Donc oui, on sécurise les gares à Pékin, les métros à Shanghai. Vous avez commencé en Asie d'ailleurs, cette commercialisation. Cette commercialisation a commencé en Asie et c'est, je dirais, à l'heure actuelle le plus gros marché dans ce domaine. J'espère que les JO de 2024 seront un bel essor pour nous. Et justement, on en parlait tout à l'heure, cette modification de la loi sur la sécurité globale qui vient d'être signée hier. C'est une bonne chose pour vous. Qui est une très bonne chose pour nous, qui nous permettra d'utiliser ces équipements sur le territoire français. Donc ça, c'est une très bonne chose. Sinon, oui, bien sûr, donc on travaille aussi sur d'autres types de menaces. Donc la sécurité, sécuriser des événements, des grands événements, parce que les drones, ça peut être magnifique, mais ça peut aussi être des menaces lorsque c'est détourné. Et vous êtes là justement pour sécuriser et pour protéger l'arrivée de ces drones néfastes qui ne veulent pas que du bien, qui ne nous veulent pas que du bien. Et vous avez un vrai savoir-faire à ce niveau. Donc on a développé des systèmes de détection et d'identification des drones à base de radars très innovants à nouveau, et également des systèmes de brouillage qui permettent d'arrêter les drones et d'arrêter cette menace. Et là, pour revenir vis-à-vis de l'export dont vous évoquiez tout à l'heure le sujet, par exemple, on a sécurisé les JO de Tokyo
il y a quelques années maintenant, où on a eu la chance de pouvoir être benchmarké. Donc la concurrence essentielle, c'est américain et israélien. Bien sûr, voilà. On s'y retrouve avec des aides gouvernementales parfois qui sont très fortes. Donc à nouveau, la seule façon d'exister, c'est d'avoir des activités de recherche et développement très fortes. C'est ce que l'on a au niveau de la société sur fonds propres et beaucoup de contrats européens que l'on met en place. Et on se doit d'être très innovant pour pouvoir être, je dirais, ensuite, puisque lorsque vous êtes ensuite en concurrence, le juge de paix, c'est performance, pas coût. Donc le tout, c'est d'avoir toujours le bon ratio. Et pour cela, eh bien, on a plus de 15% de notre chiffre d'affaires qui est dédié à les activités de recherche et développement. Très bien. Alors, vous le disiez, la loi n'a pas toujours été en votre faveur, mais ça y est, on y vient et les projets que vous avez commencé à développer vont pouvoir voir le jour parce que vous avez de nombreux acteurs qui vous ont suivi durant toutes ces périodes et qui vont peut-être demain justement faire appel à vous. En plus, je rappelle que votre entreprise figure depuis 2018 au classement des 500 champions français de la croissance du magazine Les Échos. C'est toujours le cas ? Tout à fait. Voilà. Alors, la loi, vous l'avez dit, la concurrence pour l'instant un peu, mais pas trop parce que vous êtes dans un domaine très très spécifique. Les crises multiples ont-elles freiné votre activité ? Elles ont freiné la croissance. C'est-à-dire que les commandes sont là, c'est pas la problématique, mais il faut pouvoir livrer et on entend tous parler de pénurie et la pénurie des composants n'est pas, je dirais, un vain mot. Donc c'est-à-dire que on est dépendant sur certains éléments de composants qui ne viennent que soit d'Asie, soit d'États-Unis. Donc avec des délais de livraison à partir du moment où ça devient rare, bien évidemment, les sociétés américaines sont privilégiées. Donc nous, on a des délais qui peuvent devenir extrêmement longs. Et donc c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu livrer dans les temps et donc la croissance d'un point de vue chiffre d'affaires et donc dans croissance de l'emploi également a été un peu ralentie. Donc on n'a aucun souci sur la croissance de la société, mais on n'est pas en phase avec le business plan que l'on avait prévu il y a 2 ans. Covid plus crise ukrainienne. Bon, et vous allez pouvoir vous rattraper. Ah oui, non, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a un point qui est très positif, c'est que ça a permis de prendre conscience de cette dépendance. Et donc, il y a des actions de souveraineté qui ont été lancées au niveau étatique et européen. Et donc, il y a des gros projets à l'heure actuelle où on essaie de rapatrier des composants que je vais appeler stratégiques pour les redévelopper sur le territoire français. Effectivement, ça c'est une très bonne nouvelle. Le savoir-faire français et l'expertise française, là encore, est à l'honneur. Et finalement, la crise peut avoir du bon aussi. C'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Jean-Noël, on parle de crise, de multiples crises. Alors, vous-même, vous avez été confronté à ceci. Sûrement, pour les mêmes raisons, ça a pu entraîner quelques difficultés. Alors, sur certains secteurs, mais peut-être pas sur tous, je crois. Et d'ailleurs, vous avez publié ce matin des chiffres. Pouvez-vous nous expliquer ceci ? Moi, je ne dirais pas des choses très différentes de ce qui vient d'être dit. Bon, globalement, on évolue aussi au risque de nos clients. Donc, quand les clients prennent du retard, ils prennent du retard à mettre en œuvre. Je rajouterais peut-être que dans le domaine de la cybersécurité, il y a un problème de pénurie, en fait, de main-d'œuvre. Il y a un vrai problème de main-d'œuvre. Les gens, il n'y a pas assez de compétences disponibles sur le marché. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, qui sommes éditeurs de solutions de cybersécurité, on a besoin d'ingénieurs et il y a une quantité limitée d'ingénieurs. Et ensuite, chez nos clients, chez les utilisateurs et les sociétés de services ou les intégrateurs qui mettent en place les produits chez les clients, il y a des problématiques de main-d'œuvre. Ils n'ont pas les bras nécessaires, il n'y a pas les formations pour le faire, pour former autre chose que des ingénieurs. Et donc, il y a un problème de main-d'œuvre et donc, on n'arrive pas à déployer la cybersécurité au rythme des besoins. Et le résultat de ça, d'ailleurs, c'est que les cyberattaques se multiplient, qu'il y a des incidents, les hôpitaux sont énormément attaqués, et donc à Saint-Quentin, à Bruxelles, à Caen, à Rouen, un peu partout. Oui, mais c'est assez grave parce qu'en fait, ça veut dire que ces hôpitaux, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils vont plus pouvoir accueillir des patients normalement, ils vont plus pouvoir former normalement, et on sait que le secteur hospitalier souffre déjà beaucoup
d'un manque de moyens. Donc rajouter ça par-dessus, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez raison de c'est signifier, hyper compliqué. Secteur hospitalier et également toutes les collectivités. Alors les collectivités, en fait, plus largement, puisqu'on parlait de réglementation ou de loi, il y a des lois qui ont été votées en Europe. Il y a d'abord eu une loi sur la protection des données personnelles qui s'appelle le Règlement général sur la protection des données. Maintenant, il y a une directive qui s'appelle la directive Nice, qui a été renforcée l'année dernière en directive Nice 2 jusqu'en 2024. 150 000 entreprises, organisations jugées essentielles pour la vie de chacun d'entre nous tous les jours doivent être équipées à bon niveau. Les fameuses OSE. OSE, oui, pardon. Organismes de sécurité essentiels, opérateurs de sécurité essentiels au niveau européen. Et les OIV, c'est les opérateurs d'importance vitale en France. Et bien, toutes ces entreprises-là doivent être équipées à bon niveau. Ça va être un gros investissement. Il y a beaucoup de travail à faire. Il n'y a pas assez de ressources. Donc, c'est-à-dire que, si je résume, nous, on est assez sereins sur la marche de la société. Les clients ont des besoins. Les solutions répondent à leurs besoins. Ceci étant, il y a un sujet pour déployer tout ça, mettre tout ça à l'échelle pour former les personnes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, ou des gens qui veulent se reconvertir dans ces domaines. Et c'est pour ça que moi-même, je suis très impliqué dans les affaires de filière, de créer une filière industrielle française dans un environnement industriel européen, et que cet environnement européen soit à même de moderniser tous nos secteurs essentiels dans toute l'Europe et en France, et de protéger nos pays dans une compétition mondiale où notre environnement réglementaire est parfois pesant pour les acteurs économiques face à la concurrence internationale. Donc l'objectif, c'est que notre industrie passe à l'échelle en modernisant, en répondant aux besoins de tous les acteurs européens qui en ont besoin, face à la concurrence internationale et mondiale, qui est quand même coûteuse à développer et qui met nos entreprises en fragilité quand elles ne sont pas prêtes à exporter. Voilà. Pour exporter, il faut qu'on ait aussi un marché intérieur qui soit fort. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut agir en tant qu'industriel et en tant qu'acteur d'un écosystème, d'une filière qui grandit. Alors, comme vous le rappelez, Jean-Noël, vous êtes très impliqué effectivement au niveau de la filière. Alors, au niveau de votre entreprise, voilà, vous avez rappelé comment vous voyez et quelles sont les façons de pouvoir faire évoluer les choses. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre stratégie sur les mois, les années à venir, les perspectives et les enjeux? Oui. En fait, la stratégie de Walix, c'est d'offrir la solution pour gérer les identités et les accès qui soit la plus immédiatement utilisable, exploitable dans des contextes d'entreprises très étendus, qui ont beaucoup de besoins, qui ont besoin de mobilité, d'agilité pour ouvrir à leur écosystème, à leurs clients, ce qu'on appelle l'entreprise étendue, avec un accent, un focus particulier sur le secteur industriel où toutes les organisations qui utilisent des produits ou des services ou des équipements industriels, des réseaux industriels. Donc on a adapté notre solution qui s'appelle le PAM for All. Le PAM, c'est la gestion des accès sensibles, pour faire ça, des accès informatiques sensibles. On l'a packagé pour les environnements industriels et nous, ce qu'on veut, c'est être le partenaire des entreprises qui utilisent des systèmes industriels pour leur permettre d'interconnecter leur système industriel avec les réseaux informatiques ou avec l'Internet. Et pourquoi c'est indispensable de faire ça? Parce que une organisation, je vais prendre un exemple, quand on signe avec Renault pour aller déployer nos systèmes de cybersécurité qui vont permettre à Renault d'interconnecter les usines et tous les robots qui sont dans les usines avec l'Internet, ça va leur permettre d'une part de piloter leurs usines à distance, et quand il y a un confinement, quand il y a une guerre, quand il y a un problème quelque part, c'est important de continuer à faire tourner ces usines et à les piloter. Ensuite, il y a un enjeu qui est d'optimiser, par exemple, les cadences de production dans les différentes usines en fonction, par exemple, des problématiques de conflit, des problématiques de réglementation ou de manque de main-d'œuvre, ou tout simplement du niveau de production chez Renault. Et il y a un troisième aspect qui est juste essentiel et qui, pour moi, est sociétal, c'est celui de l'optimisation de l'énergie. Aujourd'hui, pour optimiser l'énergie, on doit recueillir des données dans des environnements industriels qui sont ultra sensibles, dans l'énergie, la gestion de nos villes, la gestion des automobiles connectées demain, la gestion d'une manière générale de tous les équipements industriels. Il faut remonter ces données sur Internet. Ça fait prendre un risque automatiquement. Si un pirate informatique rentre dans
une chaîne de montage, un réseau d'éclairage ou un réseau de transport d'électricité, il peut tout casser, il peut tout arrêter. Donc il faut protéger cette interconnexion et ça va permettre d'utiliser des algorithmes sur les données pour optimiser l'énergie un petit peu partout dans nos usines. Donc nous avons un focus particulier pour accompagner la modernisation de tous les secteurs de l'économie et secteurs industriels grâce à la cyber. Merci. Je reviens sur un point. Je rappelais tout à l'heure que vous étiez coté à l'Euronext. Votre titre a perdu 9 points depuis un an. Oui. Auriez-vous un message particulier à faire passer, notamment auprès des investisseurs? Oui, moi j'ai un message très simple aux investisseurs. C'est voyez à moyen terme, long terme, et pensez à ce que la technologie peut changer un certain nombre de segments économiques. Donc c'est bien d'investir sur le luxe et d'investir sur les banques. Mais pensez aussi que, en fait, ce qui va créer de la valeur demain, ce sont les segments de la technologie. Les segments comme ceux qui sont couverts par votre société MC2, par la société Walix ou par d'autres sociétés qui créent les segments industriels de demain. Voilà, donc imaginez, demain, nous serons les grands acteurs, sans doute, de la cote ou les grandes entreprises. Donc imaginez que vous investissiez dans un futur BNP, un futur LVMH ou un futur Thales. Sauf que aujourd'hui, c'est encore petit. Vous avez la chance de pouvoir investir aujourd'hui et voyez à moyen terme et long terme. J'espère qu'ils seront nombreux à vous écouter et à prendre en compte ce beau message. Christophe, votre stratégie pour demain, je crois que vous avez pour ambition, votre objectif financier, on va dire, est d'arriver à 14 millions. Vous étiez à 12 millions de chiffre d'affaires en 2012, si je ne m'abuse. C'est ça. Comment allez-vous y arriver? Donc en 2022. 2022 et donc 14 millions, c'est vraiment le minimum que l'on envisage de faire. Et les commandes seront au-delà de ça. Le tout, c'est qu'on ait les composants pour y répondre. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Comment on va y arriver? Et donc les objectifs sont en très forte croissance sur les années d'après. On veut plus que doubler le chiffre au regard de tous les produits qu'on est en train de développer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les technologies évoluent très très vite. Le fait de savoir quels seront les besoins de demain et d'après-demain sont ce qu'on est en train de développer à l'heure actuelle. Et donc, on a un grand nombre de produits qui vont sortir 2023 et 2024 et qui permettront de répondre à des besoins. C'est exactement comme c'était évoqué tout à l'heure par monsieur. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. C'est qu'on a des nouveaux produits qui arrivent, qui sont parfaitement en adéquation avec les demandes qui vont arriver sur, comme les menaces. On est toujours sur l'aspect dans notre cœur de métier, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut rester là où on est bon. Ça sert à rien. On pourrait répondre, nos composants que l'on développe pourraient répondre à d'autres domaines, comme dans le domaine du médical. Mais on préfère ne pas s'éparpiller pour rester expert dans un domaine où là déjà il y a énormément de choses à faire. Donc, et l'un des grands axes sur lesquels on est en train de travailler, c'est le domaine du spatial. Puisqu'il va y avoir de plus en plus de nanosatellites qui nous entourent. Donc là, vous viendrez nous reparler de ce sujet prochainement. Écoutez, avec grand plaisir. Christophe, le mot de la fin, si vous aviez 3 mots pour qualifier aujourd'hui votre raison d'être au sein de cette société. Je dirais, tout d'abord, c'est l'innovation. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. L'écoute. Oui. C'est le deuxième sujet. Et je crois que tout à l'heure, j'ai entendu parler de formation. Et c'est le lien avec le monde académique. Parce que on a vraiment besoin de gens avec des têtes bien faites et qui répondent à des besoins. Parce que le fait de ramener plein de choses sur le territoire français, c'est super. Mais quand on sait que des grands groupes comme Thales, MBDA, Nexter vont recruter des milliers et des milliers d'ingénieurs, eh bien moi je me pose la question de ST Microélectronique également. Donc je me pose la question de comment on va pouvoir y répondre. Et comment nous, petites sociétés, on peut lutter pour attirer des ingénieurs. Parce qu'il y a des très grands groupes qui vont également proposer des choses. Donc là, il faut que l'on soit justement très attractif en proposant des solutions innovantes. Bon, vous souhaite le meilleur, Christophe. Et vous-même, Jean-Noël, pour terminer, le mot de la fin, 3 mots pour définir aujourd'hui votre ambition et votre entreprise. Je dirais ambition, sécurité, autonomie. Merci beaucoup. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci encore à vous deux d'avoir été présents sur ce plateau aujourd'hui pour l'émission Top Sécu. À très bientôt. On se retrouve pour une nouvelle émission Top Sécu de News Sécurité. À bientôt. Merci.
Merci.